L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'Éléonore. Au début de cette histoire, elle dit à sa mère qu'elle aimerait bien comme cadeau de Noël, un nouveau téléphone. Sauf que sa mère, elle lui dit si tu veux t'acheter un nouveau téléphone pour toi, il va falloir que tu payes. Éléonore, elle tire un petit peu la gueule, mais bon, elle se dit que c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, elle sait ce qu'elle doit faire, c'est du babysitting. Autour de là où elle habite, il y a des quartiers assez aisés. Et une simple annonce sur Facebook lui a suffi pour qu'il y ait 5 familles qui l'appellent. Dès la première semaine où elle a posté son annonce. Au début, tout va bien. Les enfants sont vraiment géniaux. Que ça soit chez les uns ou chez les autres. Bon, au début, Éléonore, elle en fait une conclusion assez simple. Les enfants viennent de familles aisées et du coup, ils sont pas casse-couilles. Le pire problème qu'elle eut à gérer, c'était qu'un enfant voulait pas manger telle nourriture. Donc bon, rien d'exceptionnel quoi. Mais tout ça a changé quand elle a reçu un message privé d'une femme. Bonjour, désolé de vous envoyer un message à l'improviste. Un des membres de mon club de bridge a mentionné que vous êtes la meilleure babysitter du secteur. Mon mari et moi voudrions essayer de passer une soirée de détente seule la semaine prochaine. Seriez-vous disponible? Éléonore, elle voit directement le nom de la personne qui lui a envoyé ça. Et elle connaît très bien le nom de cette famille. Elle se souvient que cette famille, elle a fait la une des journées il y a de ça quelques années. C'est pas compliqué. Cette famille, elle gère quasiment la moitié des finances de la ville. Donc, ils sont super riches et puissants. Ce qui veut dire que en plus de ça, ils paieraient sûrement pas mal. Alors forcément, Éléonore, elle a dit oui. Les deux femmes ont donc parlé des honoraires et d'autres choses. Puis elles en ont convenu que la journée du jeudi était ok pour toutes les deux. On avance un petit peu et Éléonore est arrivée chez eux. Une fois arrivée sur place, elle n'est pas du tout surprise de constater que la femme et son mari ne sont pas là. Ils sont sûrement déjà partis pour leur soirée cinéma. Apparemment, ils lui font assez confiance pour pas avoir à faire les présentations. La plus grande préoccupation d'Éléonore cette nuit-là, c'est une grosse tempête. À tel point qu'elle a envoyé un message à la mère pour savoir si elle voulait reporter cette soirée. Mais ils sont catégoriques, c'est ce soir qu'ils doivent sortir. J'ai été enfermée ici trop longtemps à cause du Covid. Ça, c'est la phrase du mari sur la discussion de groupe. Et Éléonore, elle essaye pas trop de discuter. Elle sait qu'elle a pas trop de pouvoir dans ce contexte-là. Et c'est vrai, d'ailleurs, les restrictions s'allégeaient à ce moment-là. Et malheureusement, son inquiétude est devenue réalité quand elle a découvert la maison luxueuse sans électricité. Dans cette maison, elle a pu découvrir un petit garçon et une petite fille qui sont tous les deux âgés de 7 ans. En plus de ça, ce sont des jumeaux. Salut, je suis Éléonore. Bon, les enfants, ils ont même pas pris la peine de lui répondre. Mais après une minute à se regarder dans le blanc des yeux, la petite fille a dit à contre-cœur: Salut, moi c'est Abby. Éléonore va enchaîner en disant: Bon, je suppose que nous devons jouer au jeu de société à la lueur d'une bougie ou quelque chose comme ça. Vraiment, il y a toute la maison qui a l'air sombre. Elle est même surprise, à certains endroits, il manque carrément du mobilier. Mais dans tout ça, c'est vraiment pas le plus étrange. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune photo du petit garçon. Mais bon, elle passe outre et conduit les enfants dans le salon en leur demandant ce qu'ils veulent faire et leur dit: Je suis sûre qu'il doit bien y avoir quelque chose d'amusant à faire ici. Là, les deux enfants commencent à s'agiter. Elle peut voir qu'ils ont quelque chose en tête. Mais c'est comme s'ils étaient trop effrayés pour le dire. Du coup, Éléonore les incite à parler. Allez, vous inquiétez pas, quoi que ce soit, je le dirai pas à vos parents. Parole de scout. Honnêtement, Éléonore, elle veut juste passer le temps. Être coincée dans une maison immense avec des enfants stoïque, c'est pas une super soirée en vrai. Il y a une vieille planche de Ouija à l'étage dans le grenier. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça, c'est ce que la petite Abby lui a demandé. Éléonore, elle se gratte la tête, elle est surprise qu'elle ait eu cette idée en premier. Mais bon, peu importe, si ça peut les rendre heureux et les distraire pour un petit moment, pourquoi pas. Et en vrai, elle voit pas le mal à ça, du coup elle demande à Abby: Mais dans le grenier, comment on fait pour monter là-haut? Les deux enfants, ils sont tout excités et ils lui montrent carrément le chemin avec empressement. Dans le couloir, il y a une corde qui pend dans l'ombre. Éléonore s'arrête un petit peu dans le couloir pour regarder vers les chambres. Puis elle remarque qu'il y a une chambre condamnée. Et justement, elle leur demande: Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le petit garçon, il lui dit: Allez, moi j'ai envie de jouer à quelque chose d'effrayant. Bon, Éléonore, elle hausse les épaules et elle commence à tirer sur la corde. La vieille échelle du grenier a commencé à grincer et surtout à chuter. Elle commence à monter et sort son téléphone, comme ça elle pourra voir un petit peu dans le grenier. En même temps, elle dit aux deux enfants de bien rester en bas tout sagement. Une fois dans le grenier, pour une raison assez folle, elle a l'impression d'avoir froid. Du coup, elle regarde un petit peu partout, mais elle voit rien d'anormal. Il y a la plupart du grenier qui est vide. Il y a juste des vieilles boîtes poussiéreuses, des bibelots et des meubles. Sauf qu'à un moment, elle se demande si elle a le droit de venir dans le grenier. Ça n'a pas été spécifié avec les parents. Du coup, elle commence à envoyer un message aux parents. Mais malheureusement, à cause de la tempête, elle a aucun réseau. Donc, elle se dit qu'elle devra jouer à ce jeu avec les enfants, même si les parents n'approuvent pas. Elle fouille un petit peu et ça y est, au bout d'un certain temps, Éléonore va trouver le jeu.
En bas, elle peut entendre que les jumeaux y trépignent d'impatience. Elle, de son côté, elle se demande vraiment si c'est la bonne chose à faire. Est-ce que jouer à ce jeu, c'est pas quelque chose d'irresponsable? La boîte de Ouija qu'elle tient dans les mains a l'air vraiment très vieille. Elle se dit même qu'ils l'ont peut-être jamais ouvert tellement elle est poussiéreuse. Éléonore finit par redescendre et elle dit aux jumeaux qu'ils vont aller au salon. Là, Abby, elle est tellement contente qu'elle prend directement la boîte des mains d'Éléonore et elle descend les escaliers. Ils sont maintenant tous assis autour de la table basse centrale. Éléonore installe le jeu et dit: alors, comme ça, tu veux une bonne frayeur, hein? Abby la regarde et lui dit: je veux contacter les morts. La voix d'Abby, elle sonne assez grave. Mais Éléonore enchaîne en lui disant: qui veux-tu appeler? Elle l'a dit un petit peu sur le ton de la rigolade et les deux enfants, eux, ils rigolent pas du tout. Ils attendent plutôt qu'elle fasse un geste avec la planche. Juste après, Abby, elle demande: on n'est pas censé lui poser des questions? Là, Éléonore, elle connaît pas vraiment les règles. Du coup, elle va sortir les instructions histoire d'avoir des idées de ce qu'il faut faire. Elle veut pas admettre aux deux enfants qu'elle a jamais joué à ça auparavant. Elle est censée être la babysitter un petit peu cool, vous voyez le genre. Du coup, elle se met à lire le manuel. Placer le plateau sur une surface plate, non touchée par les participants avec la planchette. Tous les participants doivent se mettre d'accord sur les questions en avance. Puis ils doivent les poser une fois après avoir touché la planchette ensemble. Attendez 1 à 5 minutes pour avoir une réponse. S'il n'y a pas de réponse, posez une autre question. Éléonore, elle se dirige vers la table et elle demande aux deux enfants de s'asseoir et elle leur demande: alors, vous avez des questions à poser? Abby, elle déglutit un petit peu et elle dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort dans cette maison? Oh, c'est vrai que c'est effrayant, Abby. Éléonore finit enfin par s'asseoir et elle attend. Honnêtement, elle s'attend pas à ce qu'il se passe grand chose. Elle a plus peur d'une chose, c'est que les enfants, à force, ils finissent par s'ennuyer. Mais au bout de 2 minutes, à sa grande surprise, eh bien, la petite gouttelette va se mettre à bouger. Là, le petit garçon, il va commencer à crier avec enthousiasme: waouh, vous avez vu ça? Là, Éléonore, elle se gratte de nouveau la tête. Elle est un petit peu énervée par ce qui vient de se passer. Mais bon, elle se dit que ça peut pas faire de mal. Là, le petit garçon va dire: on devrait demander qui est mort ici. Du coup, Abby demande qui est mort ici. Et là, la petite planchette va écrire: moi. Abby, elle va marmonner quelque chose comme: très intelligent. Elle se met à rouler des yeux et elle a même pas pris le temps d'attendre pour poser la prochaine question. Qui êtes-vous? J-A-C-K. Jack. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, le petit garçon a cessé de rire. Il est passé de rire à totalement effrayé. Et il va se mettre à dire: mais attends, c'est mon nom. Comment cette personne connaît mon nom? Éléonore, elle va se mettre à demander: vous avez déjà joué avec ça auparavant? Là, elle se demande si les enfants, ils essayent pas de lui faire peur. Puisque bon, les enfants, ils aiment bien taquiner les babysitters parfois. Abby, elle répond: non, jamais. Et sa réponse paraît plutôt sincère étant donné qu'elle est sur le point de pleurer. Éléonore, elle enchaîne du coup avec une nouvelle question. D'accord, et qui t'a tué? Là, il y a plus personne qui bouge. Dehors, en plus, la tempête fait rage. Il y a même un des arbres qui se met à taper violemment contre la maison, qui, je le rappelle, est sans lumière. C'est vraiment le cadre parfait pour une situation aussi effrayante. E-L-E-O-N-O-R. Éléonore. Alors là, maintenant, Éléonore, elle est toute confuse et elle commence à parler toute seule. Quoi? Moi? Mais de quoi cette chose parle? Là, le petit garçon, il se met à la regarder et il lui dit: tu vas me tuer? Attends, calme-toi, je vais pas te tuer. Là, Éléonore va se lever et se tenir devant Abby. Là, ça y est, il est clair que tout le monde prend ce jeu un petit peu trop au sérieux. Du coup, elle propose aux enfants que ça y est, c'est bon, ils vont aller jouer à un autre jeu. Mais mine de rien, elle dit ça car elle aussi commence à bien flipper. La petite fille va se mettre à crier: reste loin de moi! Elle va même se mettre à essayer de pousser Éléonore. Ça suffit les enfants, c'est juste une farce bizarre, je ferai de mal à personne. Là, c'est bon, Éléonore, elle commence à remballer le jeu. Là, le petit Jack, il commence à se dire: et si ce jeu nous disait l'avenir? J'ai dit, ça suffit. On va jouer simplement à autre chose. Je suis sûr qu'il y a d'autres jeux dans ce vieux grenier poussiéreux. Les deux enfants sont restés là stoïques et silencieux. Éléonore monte à l'étage, tire sur la corde et l'échelle tombe. Elle regarde un petit peu derrière elle et elle peut voir que Abby l'a suivie. Et elle est vraiment très pâle. Bon, comme elle voit que les enfants l'ont suivi, elle leur dit de rester là. Elle monte les escaliers, range le jeu et elle se débarrasse de ce sentiment bizarre qu'elle a. Elle se rassure en se disant: ça y est, c'est juste une farce, un jeu. Je suis sûr que les parents leur ont dit mon nom complet. Elle commence à regarder les boîtes un petit peu autour d'elle histoire de trouver un nouveau jeu. Et elle a de nouveau un sentiment de malaise qui se manifeste. Elle regarde un petit peu les portraits de famille qu'elle peut voir ici et là. Et de ce qu'elle arrive à voir, eh bien c'est une famille heureuse. Mais elle remarque que sur les photos, eh bien il n'y a pas Jack.
Là, elle se demande pourquoi les parents ne le mettent pas dans les photos. Sauf qu'au même moment, Éléonore, elle peut entendre une sorte de clic derrière elle. Elle se retourne et elle peut voir que l'échelle derrière a été verrouillée. Bon sang, Jack, ouvre cette porte maintenant. Je te promets que je ne te ferai pas de mal, mais laisse-moi sortir d'ici. Je pourrais être blessé, il y a des araignées et des insectes ici. Bon, là, Éléonore, elle espère jouer avec l'empathie du petit garçon. Comme ça, il pourrait lui ouvrir la porte, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. À force, ça va quand même l'agacer un petit peu. Et elle va se mettre à donner un coup de pied dans l'échelle pour essayer de se dégager de là. Jack, tu auras tellement de problèmes quand tes parents vont rentrer à la maison. Là, il y a personne qui parle. Éléonore, de son côté, elle est en panique. Et elle va se mettre à donner un énorme coup de pied dans le loquet aussi fort que possible. Là, ça va faire un vacarme de fou et l'échelle va se mettre à descendre à toute vitesse. Là, elle peut entendre un bruit sec et surtout un cri derrière ça. Éléonore, elle baisse les yeux et elle peut voir que l'échelle a frappé Jack au niveau de la tête. Il est en train de saigner comme pas possible et sa sœur se met à hurler. Éléonore, de son côté, elle se met à crier « Oh my god, oh my god !» Et forcément, elle descend les escaliers à toute vitesse. Jack, de son côté, il essaye de reculer de quelques pas et il lui dit « Éloigne-toi de moi, tu vas me faire du mal !» Il continue de reculer et il continue de reculer. Et là, ce qui va suivre, Éléonore, elle va le vivre au ralenti. Les pieds du petit garçon ont vacillé dans les airs pendant une seconde. Puis il s'est mis à dégringoler les escaliers. Son corps a claqué contre le premier étage. Forcément, sa sœur s'est mise à crier de plus en plus fort. Là, c'est la merde la plus totale pour Éléonore. Elle se met à crier tout en courant et elle essaye de voir s'il respire encore. Jack est maintenant immobile sur le sol. Elle regarde son téléphone et elle essaye de voir si elle arrive à avoir du réseau. Mais il n'y a pas une barre de réseau qui s'affiche. Reste ici, je vais chez les voisins pour voir si je peux appeler le 911. Éléonore, elle se précipite hors de la maison et elle sort sous la pluie. Le tonnerre gronde au-dessus de sa tête. Une brève pensée lui a traversé l'esprit et lui a dit de monter dans sa voiture et de se casser d'ici. Puisque oui, elle aura juste à prétendre qu'elle n'est jamais venue ici. Les parents ne savent pas qu'elle est là. Ils pourront pas prouver qu'elle était là ce soir-là. Elle se met à courir vers la maison la plus proche, mais cette idée ne lui quitte pas l'esprit. Elle descend enfin l'allée quand elle peut voir des phares sous la pluie. Là, elle se dit merde et elle court de nouveau vers la grande maison. Elle agite les bras frénétiquement vers le couple qui sort du garage couvert. Les deux parents ont l'air d'avoir passé une hyper bonne soirée, mais ils semblent quand même surpris par sa présence. Elle arrive à leur niveau et leur dit quelque chose. Avant que vous n'entrez à l'intérieur, je dois vous expliquer quelque chose s'il vous plaît. Là, la mère, elle la regarde et elle lui dit « Ah, c'est toi la babysitter !» Qu'est-ce que tu fais ici? Le père, lui, de son côté, il s'en fout un petit peu et il rentre dans la maison. Et justement, derrière cette porte, eh bien, il y a Abby qui est en train de pleurer. « Maman, Éléonore m'a quitté, elle m'a laissé toute seule ici. » Éléonore, elle essaye de se défendre comme elle peut et elle dit « Mais non, j'essayais d'aller chercher de l'aide. » Là, le père, il demande alors « Quoi ? Il y a eu un accident ?» Là, les deux parents vont se mettre à rentrer dans la maison et Éléonore sur leurs talons. « Jack est tombé dans les escaliers, j'ai essayé de l'aider mais c'était trop tard. » Là, la mère va la regarder et murmurer des trucs inaudibles. Elle croit avoir entendu quelque chose comme « Quoi ? C'est pas possible. » La petite Abby, de son côté, elle arrête pas de pleurer. Et Éléonore, en sanglots, dit à tout le monde « C'est de ma faute, je suis désolé. » Mais le père va la regarder et lui dire « Comment savez-vous ce qui est arrivé à Jack ?» La voix du père, elle est froide, limite glaciale. Et Éléonore, elle lui répond « Quoi ? Mais que voulez-vous dire par là? J'étais ici, ça vient d'arriver. » Là, tout le petit groupe commence à marcher vers les marches, mais elle ne voit pas le corps de Jack. Il est nulle part. Et là, c'est Abby qui va maintenant prendre la parole. « Maman, Éléonore, elle a parlé toute seule toute la nuit. Je pense que c'est une sorcière. » Forcément, la petite, elle sanglote de façon incontrôlable. La mère, elle va regarder sa fille et lui dire « Abby, monte à l'étage. » En même temps, elle regarde un petit peu autour d'Éléonore, histoire de comprendre ce qui se passe vraiment. Du coup, Éléonore va leur raconter ce qui s'est passé ici. Quand elle est arrivée dans la maison, il y avait deux enfants, Jack et Abby. Ils voulaient jouer à la planche de Ouija qui était dans le grenier. Après ça, elle leur explique un petit peu les détails pendant la séance. Et pendant son récit, eh bien, Éléonore peut voir que le père est soucieux. Notre fils est mort il y a 2 ans, exactement comme vous l'avez décrit. Depuis, sa chambre est condamnée. Quoi? Alors oui, ça c'est le seul mot que Éléonore a réussi à dire. En fait, on n'a jamais eu les détails. Mais nous avions embauché une babysitter et elle a apporté une copie de sa planche de Ouija pour jouer avec. On pensait que c'était inoffensif. Puis la babysitter a disparu et Jack a eu un accident. Abby affirme qu'une force démoniaque était là cette nuit-là lorsque la babysitter a disparu. Depuis ce jour, il y a quelque chose de mauvais dans le grenier. Donc nous avons décidé d'enfermer ce maudit jouet dans le grenier et de couper tous les souvenirs avec Jack. Là, Éléonore, elle en croit pas ses oreilles. Du coup, elle se demande ce qu'elle a vécu ce soir-là. Est-ce que c'était de la paranoïa? Non, c'est pas possible. Comment elle aura pu avoir les souvenirs d'une autre nuit il y a de ça 2 ans? Comment une chose aussi irréelle a réussi à se produire dans sa tête? Elle a imaginé Jack carrément? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après cette nuit-là, Éléonore n'a plus jamais refait de babysitting.
Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais je la trouve hyper intéressante cette histoire. Je m'attendais pas à ça, et est-ce que ce soir-là, Éléonore elle a pas accédé à ses pouvoirs? Enfin vous voyez ce que je veux dire, un petit peu les pouvoirs de médium ou quoi, des trucs comme ça. En tout cas j'en sais rien, mais c'est un vrai mystère. Comment elle aurait pu avoir accès à ces détails, étant donné que même les parents et ni la police du coup n'a accès à ces détails. Donc ouais, très bizarre. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Linda et de son mari Maurice. Avant de commencer, Linda veut nous expliquer quelques petites choses. Alors il faut savoir que dans un premier temps, Linda et son mari habitent dans un petit quartier très tranquille. Le quartier est assez prisé et les maisons sont pas mal éloignées les unes des autres. Et malheureusement, il y a quelques semaines de ça, pendant que les voisins n'étaient pas là, eh bien ils ont été cambriolés. Et ça, c'est quelque chose que Linda et Maurice redoutent par-dessus tout. Puisque là, ils sont consacrés à une seule chose, leur petit bébé qui vient de naître. Donc ils ne veulent absolument pas se faire cambrioler. Pour cela, ils ont donc pris des mesures nécessaires. Ils ont fait appel à une agence de sécurité qui leur a expliqué que si quelqu'un essayait de s'introduire dans leur maison, il y aurait directement une personne de leur entreprise qui se déplacerait sur les lieux. Et la personne qui va intervenir va faire un état des lieux et si jamais c'est trop grave, eh bien lui doit faire appel à la police. Bref, après avoir installé les caméras, les deux amoureux se sentent plus en sécurité. Les mois passent et plus aucun cambriolage a été fait dans le quartier. Tout est redevenu paisible. Puis, une nuit comme les autres, Linda est en train d'essayer de faire dormir son bébé et son mari se trouve dans son bureau. Tout a l'air vraiment normal. Son bébé n'arrive pas du tout à dormir, donc elle reste beaucoup plus longtemps avec lui. Après une bonne dizaine de minutes, elle arrive enfin à faire dormir son bébé. Sauf qu'elle peut entendre un énorme boucan venant du bas de sa maison. Au début, tout naturellement, elle pense que c'est son mari qui a fait tomber quelque chose. Elle décide donc de descendre les escaliers en essayant de faire le moindre bruit possible pour ne pas réveiller son bébé. Elle descend vraiment les escaliers sur la pointe des pieds, qui d'ailleurs donne directement sur le salon et elle a juste à tourner la tête à droite pour avoir une vue sur la cuisine. Et à gauche se trouve le bureau de son mari. Elle regarde en premier à droite, c'est-à-dire vers la cuisine, mais il n'y a rien. Puis elle tourne la tête vers la gauche et là elle voit son mari qui s'approche d'elle avec un doigt sur la bouche. Il lui fait signe qu'elle ne doit absolument pas parler. Il va alors s'approcher de son oreille et lui dire « Va voir notre enfant, je vais voir ce que c'était. Peut-être que c'est juste une souris qui a fait tomber des étagères dans le garage. » À la base, Linda est assez sceptique de laisser son mari tout seul aller voir. Mais laisser son enfant seul, c'est encore pire pour elle. Elle décide donc de monter et d'aller dans la chambre de son enfant. Entre-temps, elle entend des bruits et surtout des gens qui insultent son mari. Elle s'est alors dépêchée de rentrer dans la chambre de son fils. Le problème, c'est qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de verrou dans la chambre de son bébé. Pendant qu'elle se fait la remarque, elle peut entendre que quelqu'un monte les escaliers. Linda espère de tout cœur que ça soit son mari qui ouvre la porte. Mais malheureusement, elle saura pas comment nous le dire, mais elle sent très bien que ce n'est pas son mari qui monte les escaliers. Linda a vraiment peur. Elle ne veut pas que quelqu'un fasse du mal à son enfant. C'est alors que la porte de la chambre s'est ouverte et quelqu'un avec une cagoule noire est apparu. Et Linda et cet individu se sont regardés dans le blanc des yeux pendant au moins 5 secondes. Cette personne va alors faire quelque chose que Linda ne s'attendait pas du tout. Il va alors mettre un doigt sur sa bouche et lui dire chut. Ensuite, il a refermé la porte. Linda est complètement terrorisée. De plus, elle n'a même pas son téléphone avec elle. Mais elle se souvient d'une chose, c'est qu'ils ont installé il y a de cela plusieurs mois des caméras de sécurité. Et elle se dit qu'ils ont sûrement dû voir les intrus. Mais il lui vient alors une autre pensée. Son mari est probablement en bas avec des intrus dans la maison. Elle comprend très bien que l'homme qui lui a fait chute n'est sûrement pas seul. Puis elle peut entendre que l'individu a fini de descendre les marches et qu'il a dit à quelqu'un d'autre qu'il n'y avait personne dans la maison. Elle peut alors entendre une autre voix dire « Eh bah regarde qui on a trouvé !» Juste après avoir entendu ça, elle a entendu son mari crier. Elle peut entendre son mari leur crier dessus et qu'il faudrait mieux le libérer car il n'y a rien du tout à voler ici. Mais l'un des hommes lui a dit qu'ils savent très bien qu'il y a un coffre-fort ici avec beaucoup de pognon. À ce moment-là, Linda n'a pas entendu la réponse de son mari, mais elle sait très bien qu'il n'y a pas de coffre-fort dans la maison. Puis malheureusement, un des mecs en bas a commencé à frapper très fort le mari de Linda. Du moins, elle suppose que c'est très fort car elle peut entendre les hurlements de douleur de son mari. Pour Linda, c'est la terreur totale. Elle ne peut rien faire. Elle a peur d'ouvrir la porte. Elle ne veut pas tomber sur des intrus. Et surtout, elle ne veut pas laisser son bébé tout seul. Surtout qu'à ce moment-là, elle se rend compte d'une chose. C'est un bébé. Et qui dit bébé dit des pleurs alarmantes. Ce qui pourrait très bien alerter les autres cambrioleurs. En bas, les hommes continuent de poser des questions. Mais Maurice leur assure qu'il n'y a rien à voler ici. Celui qui semble être le chef va alors demander à ses acolytes de frapper le mari.
Et là, malheureusement, c'est bien pire que la première fois. Linda peut entendre qu'en bas, ils se mettent à casser des choses. Elle en est consciente, quelque chose de très grave est en train de se produire en bas. Elle le sait très bien vu la violence des coups. Elle se demande alors, mais qu'est-ce qu'ils foutent les mecs de la sécurité? Linda est en pleurs, elle a peur pour la vie de son mari et de son bébé et également pour la sienne. Elle est totalement impuissante. En bas, le boucan continue et devient de plus en plus violent. Ce qui fait que malheureusement, le bébé de Linda a commencé à se réveiller et à crier. Linda a essayé de l'empêcher de pleurer comme elle le peut, mais rien n'y fait et quelques secondes après, elle entend quelqu'un monter les escaliers. Elle repose alors son bébé dans son lit et elle est clairement prête à se battre. Quelques secondes après, un homme a ouvert la porte et c'est comme si son bébé avait compris la situation car il s'est arrêté de pleurer. Mais c'est bien trop tard, l'individu l'a vu. Linda se décide alors à lui dire « Je vais venir avec toi, mais laisse mon bébé tranquille s'il te plaît ». L'individu n'a pas du tout cherché à comprendre, il l'a tiré par le bras et l'a emmené dans les escaliers. Il va alors présenter Linda à ce qui semble être le chef et il lui dit « Regarde ce que j'ai trouvé ». Maintenant, Linda peut voir combien ils sont dans la maison. Et ils sont au nombre de 3. Et apparemment, ils sont plutôt baraqués, c'est pas des gringalets. Linda se retourne un peu et elle peut voir son mari couvert de sang de la tête aux pieds. Les murs sont clairement tachés d'éclaboussures de sang. Il a même une plaie ouverte au niveau de la tête. Et malheureusement, pas que au niveau de la tête, en fait, il en a un petit peu partout. Linda essaye de secouer son mari qui est allongé au sol et qui n'a pas l'air de vouloir bouger. Elle commence vraiment à paniquer et le secoue de toutes ses forces. Là, le chef la prend par les bras et lui dit ceci. « Arrête de couiner, pétasse, ton mari n'est pas encore mort. Mais si on n'a pas ce qu'on veut, on va vraiment le buter. » Le chef, comme les deux autres, ont une cagoule au niveau de la tête. Donc elle ne peut voir que les yeux de cet individu qui respire la malveillance. Il lui demande alors où se trouve le coffre-fort. Linda lui dit pareil que son mari qu'il n'y a pas de coffre-fort dans la putain de maison. Et ça n'a clairement pas l'air de plaire à cet individu, puisqu'il agrippe Linda au niveau du cou et il la maintient contre le mur. Il lui dit alors « Écoute-moi bien, sale connasse, j'ai pas de temps à perdre avec tes paroles de merde. Maintenant, dis-moi où est le putain de coffre. » Linda étant étranglée, elle commence à avoir de moins en moins d'air et sa vision commence à s'obscurcir petit à petit. Là, l'un des cambrioleurs a poussé son chef et lui a dit « Putain, arrête tes conneries, tu vois bien qu'elle va canner !» Linda est maintenant au sol et elle essaye de reprendre ses esprits, mais surtout de l'air. Puis là, elle peut voir une scène assez étrange. Les cambrioleurs ont commencé à s'engueuler entre eux. L'un a l'air de dire qu'il n'a pas signé pour des meurtres ou quelque chose dans ce genre. L'autre a alors dit que si jamais il devait en arriver là, bah il le ferait. Linda est totalement paniquée et la peur qu'elle ressent à ce moment-là est terrible. Là, le chef va prendre une arme à feu qui était cachée derrière lui et il va même menacer ses complices. Il leur dit que si quelqu'un bouge, il le bute. Linda pleure de plus en plus. Mais là, le chef se retourne vers elle et lui dit alors « Putain, mais tu vas parler, j'ai plus beaucoup de temps devant moi !» Linda bredouille alors qu'elle n'a pas de coffre et qu'il a dû se tromper de maison. Elle ne sait pas de quoi il est en train de parler. Malheureusement, le chef va enlever le cran de sécurité et il va tirer dans la jambe de Linda. Elle se met à crier de douleur. Les deux autres cambrioleurs ont commencé à bouger mais le chef a commencé à les pointer. À partir de ce moment-là, la douleur a été tellement douloureuse pour Linda qu'elle s'est évanouie. Elle s'est réveillée à l'hôpital. Et à l'hôpital, la première chose qu'elle a demandé, c'était des nouvelles de son bébé. Les médecins lui ont dit qu'il allait bien et qu'il était avec ses grands-parents. Puis tout naturellement, la seconde chose qu'elle a demandé, c'est si son mari allait bien. Là, les médecins lui ont dit qu'il était toujours en soins intensifs pour le moment, puisque ses plaies étaient très profondes et qu'il aurait très certainement quelques séquelles. Le médecin lui a alors demandé si elle allait bien. Elle lui a alors répondu que oui, mais qu'elle se sentait vraiment shootée. Le médecin lui a dit qu'effectivement, elle avait reçu un gros traitement. Suite à ça, il lui a dit que des policiers voudraient lui parler. Les policiers lui ont dit que des premiers retours qu'ils ont eus, c'est que les deux autres cambrioleurs se sont retournés contre leur chef, vu que ce dernier voulait absolument buter Linda. Ils ont même réussi à dévier la balle qui lui était destinée. Après quelques temps, les policiers sont arrivés et ont tiré à 2 reprises sur le chef qui est mort sur le coup. Les policiers lui ont également appris une triste nouvelle. Normalement, ils ne devaient pas cambrioler leur maison. Ils devaient cambrioler la maison des voisins. Alors si jamais vous vous demandez c'est qui a appelé la police, eh bien c'est l'agent de sécurité. Une fois arrivé devant la maison, il a compris que ce n'était vraiment pas de son ressort. Linda peut nous dire que cette scène est vraiment passée très vite mais qu'elle était très intense. Au grand max, elle nous dit que tout ça s'est passé en une dizaine de minutes. Elle nous dit qu'effectivement il s'est passé tellement de choses qu'elle a dû en oublier. Mais au moins le principal est là. Après ça, Linda et son mari ont déménagé dans un autre quartier. C'est un quartier résidentiel carrément fermé par une clôture. Et il faut carrément passer par un truc de gardiennage si tu veux rentrer là-dedans. Et en plus, si tout ça ne suffisait pas, ils ont pris 2 gros chiens de garde.
Alors ouais, clairement, ils ont mis les moyens. Mais je pense que ça peut se comprendre après ce qu'ils ont vécu. Clairement, j'ai rien à dire là-dessus, c'est juste trop fou. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Nathan. Bon, il sait que son histoire, elle est pas très jolie à raconter. Mais bon, c'est comme ça, c'est son histoire. Il y a 15 ans, il a pris l'une des pires décisions de sa vie. Il a commencé à dealer pour un gang de motards assez connu. Alors non, il en est pas membre à part entière, mais il a un lien avec un des membres qui s'appelle Josh. Vous savez, Nathan au début, il était comme tout le monde. Il marchait dans le droit chemin. Il avait même plusieurs petits boulots pour aller à l'université. Malheureusement, un jour, il y a un drame qui a frappé sa famille. Ses parents, ils étaient en vacances à l'étranger et ils ont été assassinés. Ce qui fait que l'assurance vie, eh bien, elle a même pas fonctionné. Et en plus de ça, eh bien, il a dû payer une fortune pour refaire venir les corps dans son pays. En plus de ça, après, il y a tout ce qui est pour l'enterrement. Et vous le savez, ces choses-là, ça coûte cher. Et en plus de ça, bien évidemment, Nathan, il est pas très bien psychologiquement. Clairement, il vit l'enfer. Maintenant, il nous dit que ça excuse pas ce qu'il a fait. Mais bon, il veut nous mettre un petit peu de contexte, comme ça on peut comprendre pourquoi il est tombé là-dedans. Et c'est donc là qu'il a rencontré ce fameux Josh. Au début, Nathan a demandé à Josh d'organiser une réunion avec un membre du gang, histoire de pouvoir commencer un nouveau business. Bon, si jamais vous vous demandez pourquoi il a suivi cette voie-là et pas une autre, eh bien il nous dit que c'est simple, à l'époque il est jeune et stupide. Du coup il veut faire au plus vite pour faire de l'argent. Ok, donc à partir de ce moment-là, Josh il demande à Nathan de se créer une petite équipe de revendeurs. Bon, je préfère prévenir, si je dis herbe ou salade, vous comprendrez que c'est pour un petit peu de nanani, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, ça y est, Nathan il a réfléchi un petit peu à qui il pourrait prendre dans son équipe. Et chez lui, il se met à organiser une petite réunion. Bon, à partir de maintenant, c'est Mike, un collègue de Josh, qui vient chez lui pour la réunion et parler affaires avec lui. Très tôt, Mike il va déposer chez Nathan 2 petits kilos d'herbe. Il lui dit que c'est assez simple, il a juste à distribuer un petit peu de tout ça à tous ses revendeurs. Bon, Nathan, derrière, il a un plan. Il va répartir tout ça entre ses revendeurs. Lui, il en vend pas, il va continuer son travail classique, histoire d'avoir un revenu fixe. Tout ce petit business se met en place et ça fait maintenant 1 an que Nathan y connaît Mike. Bon, apparemment le petit business est florissant et il y a carrément son équipe de vendeurs qui s'agrandit. Il nous dit que ça se passe très bien, que les gens aiment bien la salade. Ce qui fait qu'au cours d'un mois, il gagne plusieurs milliers de dollars. On va pas se mentir, le petit Nathan, il est quand même heureux. Et Mike, le gars du gang, eh bah lui aussi il est heureux. Il n'y a jamais eu de problème jusque là et il a jamais eu à intervenir. Cependant, c'est bien ici que l'histoire va prendre un tournant. Et c'est là que Nathan il va comprendre qu'on doit jamais faire confiance à un membre d'un gang. Surtout si on n'est pas dans le gang soi-même. Bon, comme je vous l'ai dit, son business il est assez florissant. Et à un moment, il vient d'embaucher une de ses amies comme revendeuse. Elle a besoin d'argent, elle est mère célibataire et elle veut revendre de l'herbe à ses amis qui en ont toujours besoin. Et cette fille a fini par vendre beaucoup d'herbe rapidement. Elle est tellement forte qu'elle les vend 2 à 3 fois plus vite que les autres. Sauf qu'à un moment, Nathan il doit partir en vacances. Ah, c'est quand même épuisant comme métier. Et étant donné que cette fille elle vend beaucoup de salades, il veut être sûr qu'elle ait assez de stock pendant ses vacances à lui. Du coup, il va lui donner de belles salades pour qu'elle puisse s'occuper. Apparemment, les vacances de Nathan se passent vraiment bien. Une fois qu'il revient au bercail, eh bien il va voir ses petits vendeurs pour prendre les paiements. Et il y a tout le monde qui lui donne nickel. Sauf son amie qui, vous savez, vend très bien. Là, elle va s'excuser et encore s'excuser. Elle est venue le voir pour lui informer que sa balance était déréglée et que par conséquent, elle a vendu énormément à perte. Sur le moment, Nathan, il sait pas quoi faire. Il est tellement bouleversé qu'il l'a quasiment viré de son équipe de revendeurs. Mais bon, ça fait quand même des années qu'il connaît cette fille. Mais bon, il peut pas récupérer ce qu'elle a fait comme connerie avec cette putain de balance. Sauf qu'à partir de maintenant, il y a un énorme problème. Cette fille, elle est venue le voir le soir où Nathan devait rencontrer Mike. Et du coup, Nathan, il a pris énormément de retard en lui parlant, en essayant de régler son problème avec la balance, histoire de pouvoir la recalibrer ou quoi. Ce qui fait que maintenant, Nathan est en retard pour rencontrer Mike. Il arrive sur place et il explique à Mike ce qui s'est passé. Il s'excuse clairement et il lui explique qu'il a réglé le problème et que tout ça c'est derrière eux. Sauf que Mike, il est assez furieux, on va dire. Tu sais, quand t'es en retard, moi aussi je suis en retard pour mon contact avec les substances. Et comme je suis en retard, lui aussi est en retard après. Ce qui fait qu'il ne voudra plus jamais faire de business avec moi. Il lui dit donc, ok, tu sais quoi, on va se donner rendez-vous chez Josh et tu vas me ramener le responsable de ton retard. Et si jamais tu le ramènes pas,
eh bien ce sera toi qui seras tenu pour responsable. Il lui explique que là, avec tous ces problèmes, eh bien il va perdre sûrement des sous. Et que là, il est en train de chiffrer ça à peu près 5000 $ par semaine. Il lui dit alors que maintenant, en plus de ramener le responsable du retard, eh bien il devra ramener 5000 $ par semaine. Nathan il comprend très bien que Mike il veut pas juste qu'il ramène cette personne et qu'ensuite il puisse jouer à Mario Kart. Non, il se doute bien de ses intentions. Et franchement Nathan ça le fait chier. Il a pas envie de mettre son ami qui est une mère célibataire dans la merde. Du coup, il s'est présenté tout seul au rendez-vous chez Josh. Une fois installé dans le canapé, il a attendu Mike. Et là, il l'a attendu pendant des heures. Il était seul dans le salon et il se demande bien ce qui va lui arriver. À un moment, il y a Mike qui rentre dans la pièce. Il salue Josh et d'autres potes qui sont un petit peu plus loin. Sauf que quand il passe, il ignore totalement Nathan. Il y a 5 minutes qui passent, 10 minutes, 15 minutes même. Ah, il y a enfin Mike qui s'approche de Nathan. Et là, c'est le trou noir pour Nathan. Il s'est réveillé par terre. D'après ce qu'on lui a dit, Mike l'a frappé à la tête et il a perdu connaissance. Et une fois qu'il était par terre, il a continué à le frapper pendant 2-3 minutes. Là, maintenant, la scène, elle est assez simple. Nathan, il s'est relevé et Mike est en train de pointer une arme à feu sur sa tête. C'est quoi ? Maintenant, je vais te facturer 260 000 $ que tu vas régler tous les ans. Je vais être généreux. Je te laisse 48 heures pour me faire le premier paiement de 5 000 $. En plus de ça, tu vas me rendre toute l'herbe que je t'ai donnée. Et bien sûr, l'argent que tu viens de me donner ne compte pas. C'est quoi ? Je vais même prendre ta voiture. Il nous dit que sa voiture, elle vaut quoi ? 10 000 $ à peu près. À ce moment-là, Nathan, il se rend compte que Mike, il va se servir de lui comme d'une vache à lait. Il veut juste lui soutirer de l'argent et de l'argent. Et ce, malgré leur relation d'1 an et demi de business sans aucun problème. Mike veut juste se servir de lui en lui pillant tout l'argent possible. Non sans mal, Nathan va rentrer chez lui et il va réfléchir à différentes options. En espèces, il a à peu près 17 000 $. Sur son compte, il y a 35 000 $. Ce qui fait qu'il va pouvoir payer pendant X semaines, mais il se doute d'un truc. À chaque fois, Mike il en voudra plus. Il en vient même à réaliser un petit truc. Il se dit que ouais, il pourra sûrement peut-être payer la moitié de la somme en tout. Mais pour faire quoi ? Finir en prison ? Ou alors pire encore ? Nathan il va se poser et peser le pour et le contre. Il va se faire plein de théories, enfin bref, il va réfléchir pendant à peu près 24 heures. Là, il en vient à une conclusion. Il se dit que Mike, il a jamais vu ses revendeurs. Et en deuxième point, il se dit que sa famille, elle habite même pas dans cette ville. Donc tout le monde est plutôt safe, c'est-à-dire en sécurité, à part lui. Et il s'est dit que ce serait con de mourir car il y a un Gugus qui lui demande plein d'argent. Alors ça y est, maintenant il a pris sa décision. Il a pris tout l'argent qu'il pouvait et maintenant il sait qu'il a quoi ? 24 heures pour s'éloigner le plus vite et le plus loin possible. Il est 4h30 du matin et Nathan il prend un petit sac de vêtements. Il appelle un de ses amis de longue date qui a déménagé dans un autre pays à 4 heures de route. Et lui explique toute la situation. Il lui demande également s'il peut dormir sur son canapé pendant une semaine. Et là, plutôt cool, son ami accepte. Il va donc se rendre à la gare et prendre le premier bus. Il sait qu'il peut pas prendre l'avion ou quelque chose comme ça, étant donné que dans ces lieux-là, il y a quand même beaucoup plus de sécurité. Et surtout, beaucoup plus de gens qui pourraient le reconnaître. Ou même pire, ça se trouve Mike qui pourrait soudoyer des agents. Et comme ça, il aurait accès aux caméras de sécurité. Donc là, la seule solution qu'il a, c'est de prendre le bus le plus proche. Et de prier pour ne croiser personne ou que personne ne le reconnaisse. Le cœur de Nathan bat la chamade. Il baisse la tête et il a une capuche sur la tête. Il arrive vers l'arrêt de bus, il attend 1 heure avant d'aller acheter un billet. Il va monter dedans, mais juste avant de rentrer, il a enlevé la batterie de son téléphone et a noté tous les téléphones importants sur un calepin. À 8h15, il va s'arrêter assez proche de la ville là où il doit aller. Et de là, il va prendre un autre bus qui va le conduire dans un autre pays et accessoirement chez son ami. Il est maintenant 12h30 et ça y est, Nathan est maintenant dans un nouveau pays qu'il ne connaît pas. Son ami l'a rejoint et ils parlent maintenant tous les deux de la situation. Faut savoir que lui et Nathan ont un passé assez similaire. Bien que l'histoire est un petit peu ridicule pour son ami, il comprend quand même la situation. Quand il arrive chez lui, Nathan il va se couper directement les cheveux. Il change de nom et il se demande clairement où il pourrait aller après ça. Il va s'acheter un nouveau numéro de téléphone et il prend un numéro prépayé. Après ça, il va essayer de se détendre. Il est maintenant 18h. Et là, ça fait maintenant 30 minutes qu'il aurait dû rencontrer Mike. Clairement, le stress dans son corps se met à monter. Il est 20h et Nathan et son ami ont commencé à boire et se racontent des histoires. Là, il se souvient qu'il a carrément oublié de supprimer son Facebook. Il va alors prendre l'ordinateur portable de son ami, se connecter à un VPN qui est situé dans son pays d'origine et il va lire une tonne de messages. De ce qu'ils arrivent à lire, eh bien Josh et Mike ont donné d'énormes coups de pied dans la porte d'entrée. Ça en est un point où la porte est totalement détruite en fait. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, il n'y a pas que la porte qui est détruite. La maison, elle est dans un piteux état. Ils lui ont même laissé des messages avec des adresses. C'est là où ils pensent qu'il s'est caché. Ils lui ont même dit que de toute façon, il surveillait l'aéroport, la gare et le bus. Donc pour lui, ce sera impossible de quitter la ville quoi qu'il fasse. Au cours des semaines, des mois et des années, Nathan a pris l'habitude de changer de téléphone et de se déplacer de ville en ville et de pays en pays même. Pour vous dire, toutes les semaines, il recevait un email d'un ami qui était encore dans la ville pour lui dire que Josh avait réglé tout ce problème et qu'il pouvait revenir. Sauf qu'il se doute qu'il y a une entourloupe derrière tout ça, étant donné que parfois il y a des gens qui le recontactent pour tirer profit de la récompense que Mike a mis sur sa tête. À force, Nathan il a coupé tout contact avec les gens toxiques de là-bas. Il sait très bien qu'il pourra jamais y retourner. Plus tard, Nathan il a compris que c'était pas le seul à avoir subi ça de la part de Mike. C'est plus ou moins son modèle opératoire. Il embauche des gars qui vont faire des teams de revendeurs d'herbe et puis lui il va se faire une plus-value dessus. Ce gars-là il va prendre chaque centime dans leur porte-monnaie et ensuite quand ils pourront plus payer, eh bien il fera bam. Et oui, puisque bizarrement, dès qu'ils arrivaient plus à payer, eh bien ils se retrouvaient dans un fossé. Il y a très peu de temps, l'un des associés de Mike, qui était en fait le voisin de Nathan, a été récemment accusé de meurtre au premier degré. Il a emmené une femme dans les bois et il l'a tuée car elle ne pouvait plus payer. Autant vous dire que depuis cette histoire, Nathan il a beaucoup de problèmes de confiance envers les gens. Mais bon, ça fait quand même 15 ans et il a quand même beaucoup changé au cours de sa vie. Comme je vous l'ai dit, il a même changé de nom et maintenant il a plus que la trentaine. Il nous dit qu'il a un poste incroyable dans une entreprise qui change des vies. Il est même fiancé et il a appris une nouvelle langue. Et il tient à nous le préciser, ça fait quand même 15 ans qu'il est clean. Il mange plus de salade. Bon, bien évidemment, dans sa toute nouvelle vie, il a jamais parlé de son passé. Il se dit que même s'il le faisait, les gens le croiraient pas ou ça pourrait lui nuire. Alors ouais, comme je vous l'ai dit, la mécanique du thread horror, elle est un petit peu différente. Moi j'aime bien et je pense que c'est intéressant de changer parfois. Je peux pas tout le temps vous trouver des histoires où il y a une intrusion avec un mec avec un couteau. D'ailleurs, petite précision, cette histoire elle a été trouvée sur Reddit. Et justement, faut savoir qu'il y a une particularité là-haut. En fait, l'histoire elle a été vérifiée par les modérateurs de Reddit. Ce qui veut dire que normalement, ouvrez les guillemets, ça veut dire que normalement cette histoire est bien réelle et qu'elle a été vérifiée. Mais comme j'ai dit, attention, il y a bien les guillemets, on sait pas non plus de fou. Donc comme je vous le dis toujours, on saura jamais si l'histoire est vraie, oui nanani, ça vient d'un abonné, ça vient de nanana, on sait jamais tant qu'il n'y a pas de preuves photo ou vidéo, ou même audio, c'est quand même compliqué. Alors, ce thread, il est assez petit mais assez glauque, je vous le dis direct. Et justement, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Damien. Ça lui est arrivé il y a pas très longtemps, à peu près 2 semaines. Justement, le lundi avant les vacances, eh bien ça faisait à peu près 1 mois qu'il avait posté une annonce sur Le Bon Coin. Il a proposé ses services pour faire du babysitting étant donné qu'il avait besoin d'un petit peu d'argent. Et il a eu aucune réponse. Mais alors vraiment aucune. Mais le lundi arrive et Damien il reçoit un appel d'un numéro privé. D'habitude, Damien il répond pas à ce genre de numéro, mais ce lundi-là il l'a fait. Au téléphone, c'est un homme qui a une voix grave et calme. Ça pose direct une ambiance très pesante. Bien que pour l'instant, aucun propos chelou ne soit dit. Cet homme l'appelle apparemment pour que Damien s'occupe de ses enfants, ce qui l'arrange étant donné qu'il a eu encore aucune proposition. L'homme lui pose quelques questions assez normales pour ce qu'il recherche. Mais peu à peu, les questions deviennent plus personnelles. Il lui pose des questions sur ses passions ou bien sur ses amis. Bon, les questions sur ses passions, ça le dérange pas trop. Bien que le gars au téléphone est un peu fâché par le fait qu'il ne fasse pas de sport. Et le gars est vraiment déçu à propos de ça. Forcément, Damien il est mal à l'aise d'entendre ça. Mais bon, passons. Par contre, les questions sur ses amis, eh bien ça va donner un autre tournant à cet appel. Au début, le mec il lui demande quel sport ils font en cours. Et Damien il lui répond que là en ce moment, eh bien ils font de la natation. Autant vous dire que toutes ces questions, bah déjà c'est bizarre. Mais les prochaines vont être d'un step encore plus fou. Le gars commence à lui poser des questions sur le corps de ses camarades et le sien. Par exemple, il lui demande si Damien se compare à eux ou s'il a déjà vu ses camarades tout nus. Au fur et à mesure de l'appel, il lui demande s'il est poilu au niveau de l'entrejambe. Vous êtes gêné par toutes ces questions, c'est tout à fait normal, moi aussi. Et justement, toutes ces questions vont pas s'arrêter là. Le gars lui demande s'il aime les contacts physiques. À ce moment-là, Damien il est sûr d'une chose, il doit faire très attention à ce gars. Puisque je vous le rappelle, normalement cet homme il l'appelle pour une annonce de babysitting. Et normalement cet individu doit chercher quelqu'un pour garder ses enfants. Cet appel ce serait bien qu'il finisse maintenant. Mais non, le gars va lui poser une dernière question. Est-ce que ça vous dérange si un de mes enfants vous touche ou vous caresse au niveau de l'aine? Damien il est tellement choqué en entendant cette question qu'il pense qu'il a pas bien compris la question du gars. Et il lui demande de répéter plusieurs fois. Mais non, c'est bien ce qu'il a entendu.
Du coup, peu après ça, Damien il fait semblant que sa mère l'appelle pour aller dîner. L'homme lui dit qu'il n'y a pas de souci et qu'il le rappellerait. Et ce gars a tenu parole, il l'a rappelé plusieurs fois dans la soirée et même la nuit. Il s'en souvient très bien, il y a eu un appel à 1h38 du matin. Après ça, forcément, Damien il en a parlé à sa mère. Et ensemble, ils ont décidé qu'ils allaient enregistrer le prochain appel avec ce gars. Et justement, le gars, vous l'avez compris, il a rappelé à un moment. Et cet homme a reposé quasiment les mêmes questions qu'au premier appel. Et justement, Damien et sa mère, ils ont été intelligents, ils ont enregistré cet appel. Ce qui fait que comme ça, ils sont allés déposer plainte avec une preuve. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread. Alors oui, je pense qu'on aurait déjà raccroché après une question chelou. Mais bon, peut-être que Damien, il avait vraiment besoin de sous et j'en sais rien. Mais bon, bah voilà, il a continué cet appel. Le truc qui est bien dans cette histoire, c'est qu'avec sa mère, ils ont fait un beau truc. Enregistrer ça et amener ça à la police, c'est un très bon move. Peut-être que ce gars sera arrêté et qu'il pourra arrêter ses conneries. Parce que ce monsieur est vraiment très bizarre. Allez, passons maintenant au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Amanda. Aujourd'hui, elle a 27 ans et elle habite toujours en France. Mais son histoire s'est passée quand elle avait 16 ans. À cette époque, Amanda habite avec ses parents dans une grande maison à la campagne. La ville la plus proche est à 20 minutes en voiture de chez elle. Elle connaît beaucoup de monde là-bas étant donné que son collège est dans la ville. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, les parents d'Amanda ils sont divorcés depuis quelques années. Mais les deux ils continuent à vivre dans la même maison mais ils font bien sûr chambre à part. Tout ça le temps que la maison soit vendue. La mère d'Amanda elle a rencontré le beau-père actuel de cette dernière. Et justement au moment de cette histoire la mère a décidé de déménager chez lui. Et c'est dans un village encore plus paumé que là où ils vivent actuellement. Ce qui fait qu'elle laisse Amanda et son père dans la maison. Bon, le père d'Amanda, lui, vit très mal que son ex-femme se remette avec quelqu'un. Et malheureusement, il s'est mis à boire beaucoup. En plus de ça, il est rentré dans une dépression et il avait envie de mettre fin à ses jours. Et dans ces jours-là, pour Amanda, c'était très difficile de gérer. Puisque la mère d'Amanda, à ce moment-là, dès qu'elle a une occasion, elle part chez le beau-père. Puisque de toute façon, quand la mère et le père se retrouvent ensemble, eh bien, il y a des disputes tout le temps. Et de ce fait, les parents, ils ont délaissé Amanda comme jamais. À 16 ans, elle peut partir ou venir sans prévenir. Parfois pendant 2 semaines sans que ses parents pensent à l'appeler. Elle peut boire, faire la fête, même en semaine. Il se soucie même pas de ses notes. Tout ce qu'elle doit faire, c'est acte de présence à l'école. Avant cette histoire, Amanda, elle s'entendait très bien avec son père. Mais là, elle peut plus le supporter. Elle doit tout le temps s'occuper de lui comme un petit enfant. À ce moment-là, elle dit rien, mais elle est dans un état psychologique lamentable. Heureusement pour elle, à ce moment-là, il y a une petite lueur d'espoir. Elle a fait la rencontre de Sam, c'est un jeune garçon de 22 ans. Il vit avec son frère Yann dans un appartement dans la ville qui se situe à 20 minutes de chez elle. Sam et Amanda, ils se sont vite mis en couple. Mais j'ai une petite précision pour vous. Il faut savoir que les deux frères, ils vendent des petits bonbons. Un petit peu plus fort que cela, et d'ailleurs, c'est pas un placement de produit, c'est juste que j'en prends. Bref, toute la ville sait que d'ailleurs, eux, ils vendent des petits bonbons. Et justement, tout le monde vient se ravitailler chez eux, à n'importe quelle heure de la journée ou bien de la nuit. Chez eux, c'est la fête tous les soirs, et n'importe qui est invité. Et forcément, vu comment ça se passe à la maison, Amanda, elle préfère rester avec son petit copain. Ce qui fait que maintenant, elle reste quasiment tout le temps chez lui. Elle fait la fête tous les soirs. Elle se met à boire et elle commence même à fumer. Ça en est à un point où elle arrive au lycée à moitié bourrée et défoncée car elle fait des nuits blanches. Mais bon, à ce moment-là, tout le monde s'en fout, son père, sa mère, les professeurs, tout le monde laisse faire quoi. Un jour, ils se font une petite soirée comme d'habitude. Elle est assise sur le canapé à côté de Sam et franchement, elle passe une plutôt bonne soirée. À ce stade-là, elle n'est pas encore complètement défoncée. Mais c'est pas forcément le cas de Sam et de son frère ou du reste des convives. Justement, il y a un gars que Amanda elle connaît pas du tout, un gars qui s'appelle à peu près Gab. Lui, il est complètement arraché. Et il devient, excusez-moi les termes, mais de plus en plus casse-couille. Limite, il semble l'avoir pris pour cible. Dès qu'elle dit une phrase, il se met à répéter tel un perroquet. Où il lui dit, je reprends ses termes, ferme ta gueule. Vraiment, dès qu'elle ouvre la bouche, il y a un des deux scénarios qui se passe. Mais bon, autour d'elle, il n'y a personne qui prête attention à tout ça. Donc elle essaye de passer outre. Mais bon, au bout d'une heure, le gars lui répète tout le temps la même chose, elle commence à perdre patience. Elle s'est donc mise à lui crier dessus. « depuis tout à l'heure, tu passes ta vie à me dire ta gueule. Dès que je parle, c'est quoi ton problème ?» Juste après avoir crié, Sam s'est retourné vers elle en lui demandant pourquoi elle était comme ça. Bon, il avait un air totalement paumé. Et Amanda, elle lui explique la situation, que ça fait 1 heure que le gars lui répète ça. Et là, d'un coup, elle a même pas encore fini sa phrase qu'elle peut voir Sam, le regard noir, se lever. Il s'approche de Gab et il lui met un énorme coup de poing. À partir de là, il y a tout qui s'est enchaîné très vite. Il y a une bagarre qui a éclaté et Gab, il a commencé à se faire frapper par Sam et Yann. À tel point qu'il y a un ami des deux frères qui a vu que ça partait
tellement en cacahuète qu'il a pris Amanda et l'a mis à part dans la chambre de Sam. Le temps qu'il règle tout ça. À un moment, Amanda elle passe devant la porte d'entrée et elle peut voir Gab qui est dans la cage d'escalier. Il est en train de se faire ruer de coups par Yann et Sam. Bien sûr, Amanda elle se sent très mal et elle se sent responsable. Je vous passe les détails, mais Gab il est dans un très sale état. Quelques jours passent et on se retrouve alors le week-end. C'est l'après-midi et Amanda elle est tranquillement en train de faire ses devoirs dans la chambre de Sam. Justement, il la rejoint et son frère Yann, lui, il reste dans le canapé dans le salon. À un moment, il y a quelqu'un qui frappe à la porte d'entrée. Justement, elle peut entendre que Yann, il est en train de se lever pour aller ouvrir la porte d'entrée. Il ouvre la porte et il dit bah c'est pourquoi. Amanda peut entendre la voix d'un homme demander c'est toi Sam? Yann y répond alors ouais pourquoi. Et là Amanda elle peut entendre qu'il y a plusieurs gars qui se mettent à forcer le passage. Elle entend le bruit des meubles qui sont littéralement fracassés. Au début elle se demande ce qui se passe, est-ce qu'il y a une bagarre qui vient d'éclater? Sur le coup elle comprend pas vraiment, donc elle regarde Sam. Et lui il met un doigt sur sa bouche pour lui dire de pas faire de bruit. Il se rapproche alors de la porte de la chambre et il se met à écouter. Amanda elle le regarde faire et elle lui dit mais va aider ton frère, il se fait défoncer. Sam lui a répondu qu'il savait pas du tout les intentions de ces mecs et qu'en plus si lui aussi était KO il pourrait rien faire pour elle. Puis à un moment Amanda elle peut entendre un gars dire allez on se barre et ils vont se mettre à dévaler les escaliers. Tout ça s'est arrêté très vite mais elle a l'impression que ça a duré une éternité. Sam est sortie de la chambre pour aller voir son frère pendant qu'elle est restée là pendant quelques secondes dans un état second et elle se demandait si tout ça était bien réel. Après ça, Amanda elle a pu voir Yann arriver vers elle. Il est toujours debout mais il y a du sang qui dégouline de son crâne. Il s'est retourné et là elle a pu voir qu'il avait un énorme trou à l'arrière de son crâne. En voyant ça, Amanda elle a cru qu'elle allait s'évanouir. Et à partir de ce moment-là, ses souvenirs sont un petit peu flous. Elle se rappelle qu'il y a la police qui est venue et qu'il y a également une ambulance qui est venue. Après ça, elle s'est mise à nettoyer le sang qui avait giclé sur la porte d'entrée et sur le sol, mais tout ça sans rien dire. En fait, elle le faisait pas consciemment en mode oui, faut que je nettoie. Plus un truc automatique, son cerveau lui disait de s'occuper l'esprit histoire de pas cogiter à tout ça. Après quelques temps, Yann est rentré de l'hôpital et il leur a dit ce qui s'était passé. Quand il a ouvert la porte, il y avait 3 hommes qui étaient là. L'un d'entre eux, il avait une batte de fer dans les mains. Ils lui ont dit qu'ils étaient les cousins de Gab. Et Yann, il a voulu protéger son frère en lui disant que lui, oui, il était Sam. Le lendemain, ils ont déposé une plainte à la gendarmerie. L'un des policiers a même dit à Amanda que c'était un scénario de film. Mais elle leur a confirmé que oui, ça s'était effectivement bien passé. Après ça, Yann, il a plus jamais été pareil. Il a commencé à avoir un comportement bizarre. Il passait son temps à dire à Sam « Tu penses que je suis un indique ?» Alors qu'il n'y avait pas vraiment de contexte ou quoi. Amanda, elle s'en veut terriblement. Puisque si elle avait laissé ce gars lui dire ta gueule pendant 1 heure ou quoi, eh bien tout ceci n'aurait pas pris ces proportions-là. Les parents d'Amanda, eux, ils ont jamais été mis au courant de cette histoire. Et elle nous dit que de toute façon, c'est pas comme s'ils s'en souciaient. Quelques années plus tard, Sam et Amanda, ils se sont séparés. Et Amanda, elle a refait sa vie avec un autre homme. Et un jour classique, elle a invité une connaissance à elle dans son appartement. Et elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec son mec. Et ce gars, c'était Gab. Et à un moment, dans la discussion, ils ont commencé à parler de Sam. Sa copine lui a dit qu'elle n'aimait pas du tout Sam, étant donné ce qu'il avait fait à Gab. Et que selon elle, ils l'ont défoncé sans aucune raison. Heureusement, Gab il était tellement shooté le soir de la fête qu'il a même pas reconnu Amanda dans son appartement. Autant vous dire que ce jour-là, elle a pas osé dire que tout ça est parti d'elle car il lui avait manqué de respect. Bon, je vais pas vous faire la morale ou quoi, je suis personne pour vous, mais s'il vous plaît, essayez de pas boire trop et ne pas trop prendre de substances. Il y a vraiment trop de problèmes avec ça, souvent je raconte des histoires et il y a soit de l'alcool, soit des substances qui sont mises dedans. Ce qui fait que si on fait les calculs, eh bien il y a problème. Bref, tout ça pour vous dire de faire attention à vous s'il vous plaît. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Kelly. Alors elle se décrit comme une personne très gentille et surtout très serviable. C'est-à-dire qu'elle est très ouverte à la discussion mais avec vraiment tout le monde. Par exemple, elle peut s'arrêter dans la rue pour discuter avec des personnes qu'elle connaît pas. Et tout naturellement, elle peut aider comme ça une personne qui en a besoin. Kelly, c'est une personne qui fait aussi pas mal de bénévolat car c'est ce qui la reflète en vrai. Et justement, toute son histoire va commencer un jour qui est assez nuageux par un mois d'octobre. Elle commence par sortir vers 8 h pour aller aider une association pour les personnes âgées. Bon, elle préfère prendre un petit parapluie car elle sent qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Bref, elle va où elle doit aller et tout se passe super bien. Les papis comme les mamies sont super contents d'être écoutés et avoir de la compagnie. Avoir de la visite, c'est super sympa pour eux. Ça égaye leur journée qui est vraiment pas facile. Et Kelly, ça lui fait vraiment plaisir. Je pense que maintenant vous avez cerné le type de personne que c'est. Bon, après sa petite tournée de papy et mamie, elle a un cours qui doit durer normalement 2 heures. Après ça, elle peut se reposer un petit peu et ensuite elle doit rejoindre une autre association
association pour donner des repas à des personnes sans abri. Du coup, elle se rend à son cours et il commence à pleuvoir. Ce qui fait que oui, elle avait bien pré-shot de prendre son parapluie. Et 2 heures de cours passent et elle décide d'aller chercher un petit truc à manger. Il doit être aux environs des 15 heures et elle a toujours pas mangé. Elle décide donc d'aller dans un fast-food et se commander un bon petit truc. Le repas fini, il doit lui rester quelques heures devant elle. Elle décide donc d'aller faire quelques magasins. Et pendant qu'elle fait les magasins, elle peut voir un petit garçon qui est tout seul et qui pleure. Et franchement, il y a tout le monde qui passe devant ce petit garçon et personne s'arrête pour lui demander comment il va ou quoi. Et surtout, pourquoi il pleure. Donc c'est tout naturellement que Kelly va voir ce petit bout et lui demande ce qu'il a. Le petit garçon lui dit qu'il a perdu sa maman et il continue de pleurer toutes les larmes de son corps. Kelly, elle lui dit de surtout pas s'inquiéter. Elle essaye vraiment de le rassurer comme elle le peut. Elle lui demande c'est quand la dernière fois qu'il a pu voir sa maman. Et surtout, à quoi elle ressemble. Le petit garçon lui donne vaguement la description de sa mère. Kelly, elle regarde un petit peu aux alentours et non, il n'y a personne qui correspond à la description qu'a fait le petit garçon. Kelly essaye d'expliquer à cet enfant qu'ils vont aller voir la police et qu'ils seront plus compétents et qu'ils seront très gentils avec lui. Le petit hoche la tête et ensemble, ils commencent à marcher en direction du poste de police le plus proche. Arrivé au poste, Kelly explique la situation à l'un des agents qui prend en charge directement le petit. Elle demande même à l'agent si elle peut faire quoi que ce soit de plus. Mais non, l'agent il lui dit que c'est déjà bien ce qu'elle a fait. Après ça, il lui dit que voilà, ça y est, elle a fait son rôle, maintenant elle peut y aller. Sauf qu'avec tout ça, Kelly elle regarde sa montre et elle se dit qu'elle va être en retard pour sa prochaine association. Elle décide donc de passer un petit coup de fil pour leur dire qu'elle va être sûrement en retard. Elle prend donc son téléphone et elle décide d'appeler l'une des responsables. Au bout du fil, c'est une des bénévoles qui lui dit qu'ils ont changé de plan et qu'ils vont plutôt aller s'occuper d'un quartier qui est à l'autre bout de la ville. Il y a eu pas mal de dégâts là-bas et il faut leur venir en aide. Kelly, elle nous dit que c'est pas un truc hors du commun. Ça se fait plutôt naturellement de changer les plans au dernier moment. En fonction des besoins, ils peuvent être amenés à bouger. Kelly, elle lui dit que c'est bon, elle a compris et que forcément elle arrivera quand elle pourra. La collègue lui donne la nouvelle adresse et elle raccroche. Sauf que notre petite Kelly, maintenant, faut qu'elle aille là-bas. Et du coup, elle décide de prendre un Uber pour y aller au plus vite. Parce que à cette heure-ci, le bus et les métros, c'est même pas possible. Si elle fait ça, elle en a pour 2 heures pour aller là-bas. Effectivement, je l'ai pas précisé, mais cette histoire, elle se passe aux États-Unis, vous l'avez compris. Et forcément, les villes là-bas, c'est pas Marly-Gaumont. Ok, bref, elle a commandé un Uber et la voiture devrait arriver d'ici 20 minutes. Après 20 minutes de conduite, elle doit descendre à l'entrée du quartier où l'association travaille. Puisque le Uber, c'est pas compliqué, il veut pas s'aventurer dans ce quartier. Et il lui a dit que c'était totalement mort. Il fout même pas un pied là-dedans, même pas en voiture. Et Kelly, elle nous dit que oui, c'est vrai, ce quartier, malheureusement, il est pas vraiment fréquentable. Mais bon, mine de rien, elle essaye de pas mettre tout le monde dans le même panier. Elle nous dit qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes qui habitent là-bas. Il y a de très bonnes personnes là-dedans et que malheureusement, la vie n'a pas été si gentille que ça avec eux. Elle descend donc du Uber, elle fait quelques mètres, mais elle a déjà une sensation étrange. Comme si quelqu'un la regardait. Bon, Kelly, c'est pas la première fois qu'elle vient dans ce quartier. Mais par contre, c'est la première fois qu'elle vient avec un Uber. Elle commence donc à marcher et plus elle s'enfonce dans le quartier, plus elle a l'impression de pas être la bienvenue ici. Elle continue de marcher et elle sent que quelqu'un l'épie. Elle essaye de regarder autour d'elle, mais il n'y a personne qui la regarde. La plupart des personnes autour d'elle n'en ont rien à foutre d'elle. Clairement, ils s'occupent de leur vie. Bref, elle se dit que c'est peut-être le quartier ou l'ambiance qu'elle a dedans qui la fait stresser un petit peu. Elle décide donc de passer à autre chose et heureusement, après quelques temps, Kelly, elle trouve l'équipe qui va donner de la nourriture. Heureusement, le manger a déjà été préparé et eux maintenant, ils auront plus qu'à distribuer. Bref, elle s'excuse pour son retard et les autres, ils lui disent que c'est pas grave, elle a fait comme elle a pu. Et après ça, elle apprend qu'elle va faire équipe avec Jordan. Car ouais, à partir de maintenant, ils vont devoir aller voir des personnes qui sont dans la rue. Et généralement, ils sont défoncés par l'alcool ou des substances. Et malheureusement, ils peuvent être dangereux. Donc oui, c'est mieux d'être en équipe. Kelly, elle prend donc de quoi donner un peu de nourriture et de l'eau et elle commence à marcher avec Jordan. Tout se passe plutôt bien et comme elle le dit, généralement, quand tu donnes à manger et à boire gratuitement, y a pas de problème. Enfin, peut y avoir un peu de problème avec des gens qui font certains bad trips ou quoi. Et ils se mettent à déclencher des bagarres en plein milieu de la rue. Ou parfois, malheureusement, y en a qui essayent de voler la nourriture et la boisson à d'autres. Mais là, dans leur tournée, non, y a rien de tout ça qui se passe. Vraiment, comme je vous l'ai dit, tout se passe très bien. Mais par contre, elle a quand même l'impression d'être toujours observée. Elle a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps derrière elle. Petit point positif, elle est quand même rassurée d'être avec Jordan. Elle nous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt baraqué. Quelques heures après, ils ont fini de tout distribuer. Ils remballent tout ça
ça et ils se disent enfin bonne nuit. La nuit a commencé à tomber et elle est en plein milieu d'un quartier totalement délabré. Elle nous avoue que ça la fait vraiment flipper. Mais bon, elle a pas vraiment le choix de le traverser si elle veut sortir d'ici. Elle commence donc à partir. Mais Jordan l'arrête et lui demande si elle a besoin qu'il la ramène vers la sortie du quartier. Kelly, elle veut pas abuser de sa gentillesse. Elle lui dit donc que non, bah ça va aller pour elle. Puisque lui aussi il doit rentrer chez lui et que en plus ils ont des directions opposées. Jordan y comprend et il lui souhaite une bonne fin de soirée. Kelly repart dans sa direction et il y a du bruit un petit peu partout. Il y a des personnes plus ou moins pas très rassurantes. Elle avance et elle peut se sentir encore observée. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, elle aimerait sortir d'ici au plus vite pour se débarrasser de cette sensation. Elle avance et à un moment, elle peut sentir un souffle dans son cou. Et là, bam, elle tombe à la renverse. Il y a quelqu'un qui lui est rentré dedans. Maintenant, elle est par terre et elle peut voir que derrière elle, il y a une femme qui a l'air totalement normale. Kelly, elle se relève, elle lui dit que oui, tout va bien et elle lui demande si elle aussi elle va bien. La femme, elle commence à pleurer et elle lui dit que non, tout ne va pas bien. Et justement, cette femme, elle essaye de se relever et elle tâtonne un petit peu par terre. Kelly, elle la regarde et elle lui demande si elle veut de l'aide. La femme, elle hoche la tête et elle lui tend sa main. Cette femme la remercie et elle lui explique qu'en fait, elle est aveugle. Et que malheureusement, elle a perdu son chien guide dans le quartier. Pourtant, elle l'avait accroché quelques minutes devant un magasin pas très loin. Puisque malheureusement, l'enseigne voulait pas du tout qu'elle rentre avec son chien. Quand elle est ressortie du magasin, elle est allée à l'endroit où elle l'avait accroché, mais il n'était plus là. Alors là, Kelly, elle est horrifiée quand elle entend le récit de cette dame. Elle lui dit direct qu'elle va appeler la police pour prévenir les autorités. Là, la femme lui dit de ne surtout pas appeler la police. De toute façon, ils feront rien ici. Et d'ailleurs, la police vient que très rarement dans le coin. Et Kelly, elle sait que c'est vrai. Elle y avait pas pensé sur le coup, mais bon, la police, elle passe pas beaucoup dans le quartier. Elle propose donc à cette dame de l'aider à chercher son chien. Et la femme, forcément, en entendant ça, elle est toute heureuse. Kelly demande donc à cette dame depuis quand elle a perdu son chien et vers où à peu près. La femme, elle lui dit que ça fait même pas 30 minutes. Pour ce qui est de l'endroit, c'est vers une petite ruelle. Kelly demande à la femme si elle peut la guider là-bas. Elle lui dit également qu'elle va l'aider à marcher. La femme accepte et Kelly commence à suivre cette dame. Le truc, c'est qu'à force, Kelly, elle a comme une sensation étrange concernant cette dame. Comme si cette femme, elle lui mentait. Elle a vraiment un pressentiment chelou. Et en plus de ça, elle a toujours la sensation d'être observée. Mais cette fois-ci, les regards, ils sont vraiment de plus en plus proches. Mais quand je vous dis proche, vraiment proche. La femme guide Kelly et plus elle la conduit, plus elle a l'impression de s'enfoncer dans ce quartier. Et franchement, là où elles vont, elle n'a jamais mis les pieds. Le coin a l'air totalement sombre. C'est tellement flippant que Kelly, elle demande à cette femme si elles sont bientôt arrivées. Et en réponse, la femme lui montre du doigt la rue. Sur le moment, Kelly, elle se dit qu'elle est vachement précise pour une personne aveugle. Parce que là, elle pointe du doigt quand même précisément la rue. Bon, il y a le côté rationnel de Kelly qui survient et elle se dit que cette dame, elle doit avoir une bonne mémoire. Puisque à force, elle doit savoir où est chaque chose. Les deux femmes sont bientôt arrivées et à mesure de s'approcher de là, Kelly, elle est vraiment pas sereine. Elle se dit vraiment que tout ça c'est bizarre. En plus de ça, là où elle se dirige, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de magasin. À un moment donné, ça y est, Kelly elle arrête d'avancer. Et elle recule légèrement étant donné qu'elle veut plus marcher là. Sauf que la femme va tirer sur son bras et lui dire que ça y est, ils sont bientôt arrivés. Non, ça y est, Kelly elle lui dit que non, elle ne veut plus avancer. La dame va vraiment commencer à s'énerver et elle va même insulter Kelly. Alors là, Kelly elle est sur les fesses. 2 secondes après, la dame s'excuse et elle lui dit que c'est la pression d'avoir perdu son chien qui lui fait dire ça. Elle lui dit que ce chien c'était comme sa famille. Kelly, elle vient de tilter un petit truc. Et elle demande donc à cette dame, mais pourquoi vous avez dit c'était? En réponse à ça, la femme va tirer sur son bras et lui dire que non, elle s'est juste trompée. Elle voulait bien dire c'est, mais elle espère juste qu'il lui est pas arrivé quelque chose de mal. Elle lui demande de venir absolument car il faut chercher son chien. Et Kelly, elle bouge pas d'un poil. Pour elle, c'est trop. Non, ça y est, elle veut plus bouger. Là, la femme, c'est simple. Elle va mettre une grosse béquille à Kelly pour qu'elle tombe par terre. Kelly est maintenant par terre et cette femme se met sur elle. T'aurais dû m'écouter. J'ai été gentille avec toi. Mais tu mets ma patience à bout. Je vais devoir employer la manière forte. Kelly, elle essaye de se débattre, mais cette femme, elle a l'air beaucoup plus forte qu'elle. Et franchement, pour une aveugle, elle anticipe vachement bien les gestes de Kelly. Heureusement, à un moment, Kelly, elle arrive à mettre une droite à cette femme et les lunettes vont sauter. Et bien évidemment, vous l'avez compris, cette femme n'est pas du tout aveugle. Elle a l'air de voir très très bien. Ses yeux par contre, ils sont tout rouges, comme si elle était défoncée comme jamais. Malheureusement, la femme n'a pas bien pris le fait de s'être pris une patate. Et en retour, elle va en mettre plusieurs à Kelly. Et à force, elle commence même à avoir la tête qui tourne un petit peu. Et en plus de ça, elle commence à vraiment voir flou.
Kelly est dans les vapes et elle reprend ses esprits. Elle peut sentir qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer tout son corps au niveau des pieds. Il faut pas 2 secondes à Kelly pour se mettre à crier comme pas possible. En même temps, elle pleure car elle sait pas comment elle va s'en sortir. Son téléphone doit être dans son sac, mais à première vue, elle a pas l'air d'avoir son sac sur elle. En plus de ça, elle peut voir que cette femme a l'air déterminée à faire ce qu'elle est en train de faire. Donc pour l'instant, Kelly, la seule chose qu'elle trouve de mieux à faire, c'est de crier à plein poumon. Elle essaye quand même de se débattre, mais rien n'y fait, elle a des cordes au niveau des bras et des pieds. Dès qu'elle trouve un objet, elle essaye de s'accrocher ou quoi, mais ça ne marche pas. Et ce qui est le plus fou maintenant, c'est qu'il y a des passants dans la rue, mais personne ne lui vient en aide. Avec le recul, elle sait que dans ce quartier, c'est chacun pour sa pomme. Si jamais tu vas aider quelqu'un, ça peut te retomber littéralement dessus. Donc dans cette rue, personne ne l'aide et tout le monde reste là à la regarder en train de se faire kidnapper. Pendant une seconde, elle pense à la police. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, ils passent très rarement ici. Du coup, elle continue de faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire crier. Elle hurle vraiment à l'aide. Mais cette femme continue de l'emmener dans un coin sombre. Une petite ruelle, et dans un dernier cri de désespoir, elle hurle de toutes ses forces. Elle va même réussir à donner un violent coup de pied à cette femme, ce qui va lui faire perdre l'équilibre. La femme va carrément tomber par terre. C'est un bon début pour elle, mais malheureusement, au même moment, elle peut entendre une voiture. Et en plus de ça, elle peut voir une silhouette noire qui se rapproche d'elle. Elle hurle de plus belle car elle sait que c'est bientôt la fin pour elle. En plus de ça, maintenant la femme est en train de se relever et a sorti un couteau de sa poche. Et bien énervée comme il faut, elle lui dit: « Je vais te crever, salope !» Elle se met même à lever le couteau comme ça devant elle, mais à un moment, il y a une main qui va l'attraper et la jeter au sol. L'inconnu va littéralement jeter cette dame au sol. Sauf que maintenant, il se rapproche de Kelly. Et très vite, il va se rapprocher d'elle, la prendre et la foutre sur son épaule comme un sac à patates. Et ce gars-là, il commence à marcher avec elle sur ses épaules. Il peut voir qu'il est en train de l'emmener vers une voiture, qu'il ouvre la portière et qu'il la met côté passager. Très vite, il se met au volant et là, elle peut enfin reconnaître cette personne. Cette personne, c'est Jordan. Celui avec qui elle a fait équipe plus tôt cette journée-là. Il va alors démarrer la voiture et bien appuyer sur le champignon pour sortir du quartier. Et c'est qu'une fois sorti du quartier que Jordan va commencer à lui parler et à lui détacher les mains, et accessoirement les pieds. Il lui demande si elle veut aller voir la police. Kelly, elle lui dit que non, ça sert à rien, ils feront jamais rien. Par contre, elle le remercie 3000 fois. Et surtout, elle lui demande: « Mais comment tu m'as trouvé ?» Jordan lui explique qu'en gros, il était parti tout seul dans son coin. Et au bout d'un moment, il s'est pris de remords de l'avoir laissée toute seule dans un quartier pareil. Il a donc décidé de partir à sa recherche. Mais après avoir fait un petit peu le tour et ne trouvant rien, il a décidé de rentrer chez lui. Et justement, pour rentrer chez lui, il devait passer par cette rue. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il a entendu quelqu'un crier. Et honnêtement, il savait pas que c'était Kelly qui criait. Il pensait juste que c'était quelqu'un en danger et lui, il voulait juste aider. Une fois arrivé sur les lieux, il a pu voir une personne en tirer une autre. Et forcément, il est intervenu. En entendant ça, Kelly, elle le remercie encore et encore. Depuis cette histoire, je peux vous dire que Kelly ne travaille qu'avec les personnes âgées. Elle ne travaille plus dans l'autre association pour distribuer la nourriture. Et autant qu'elle le peut, elle évite les quartiers sensibles. Elle a vraiment peur de retomber sur cette folle. Et le happy end, en plus, Jordan et Kelly, maintenant, ils sont ensemble et ils ont un enfant. Non, malheureusement, ça c'est juste qu'on aimerait entendre. On sait pas ce que Kelly est devenue, si elle est toute seule ou quoi, il n'y a pas plus de détails là-dessus. Alors ça, c'est vraiment des threads d'horreur qui font mal au cœur. Non pas que les autres font pas mal au cœur ou quoi. Mais là, notre petite Kelly, elle essaye d'aider du mieux qu'elle peut. Elle essaye vraiment d'aider tout le monde. Et malheureusement, sa gentillesse aurait pu lui coûter très cher. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Je sais pas, je peux pas vous dire. Est-ce qu'ils auraient fait du trafic d'organes? Est-ce qu'ils auraient fait des choses pas ouf avec elle? J'en sais rien. Mais bon, heureusement, on n'a pas à le savoir et ça, c'est ce qui me fait plaisir. En tout cas, grosse force à Kelly qui verra sûrement jamais la vidéo, malheureusement. Les petits potes, si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Ça coûte rien, ça prend 3-4 secondes et ça fait ultra plaisir. Sachant que si vous êtes là à la fin, c'est que vous avez ultra kiffé. Bon, si jamais tu veux encore plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir une de ces deux vidéos là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.